on m'a demandé de présenter Ludovic Seppré, ce que je fais avec plaisir. Mais en fait, j'ai dit à Carole, qui m'a dit de le présenter, que je le connais pratiquement pas, en même temps beaucoup. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout quelle est ni sa formation, à mon avis c'est de la géographie, ni rien d'autre. C'était un coup de foudre qu'on a eu tous les deux lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques années à Cambo-les-Bains. Et puis depuis, je me rends compte qu'il travaille dans l'industrie. Il vous dira un peu plus que ce que je peux vous dire, ce qu'il fait. Mais qu'il est quelqu'un qui est très, 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 très intéressé et compétent dans tout le champ de la prévention, de la promotion de la santé. Et comme en plus, il connaît très bien la géographie de la santé et il considère, et je pense qu'il a raison, qu'on n'en fait pas du tout ou pas assez dans les études de santé publique en France et à Bordeaux, je lui ai demandé de faire une conférence avec l'accord de Carole, qui quand même dirige tout ici, et il a accepté. En plus, sur les inégalités territoriales de santé. Voilà. Donc, dis un peu plus ton parcours et présente-toi un peu plus que ce que moi. Moi, la seule chose que je sais, c'est que j'aime beaucoup ce garçon, mais c'est tout, quoi. À part ça. Un grand merci pour cette présentation, un grand merci pour cette invitation, un peu impressionnante pour moi, parce que pour moi, l'ISPED, ça représente beaucoup de choses, de grande valeur. Donc, c'est forcément assez impressionnant de venir là pour la première fois. Donc merci. Là, c'est mieux comme ça? Bah, je peux parler un peu plus fort aussi. Ça mange pas de main. Donc un grand merci à toi, Roger, et évidemment à Carole et à l'ISPED en général pour cette invitation et cette possibilité de vous présenter quelques éléments qu'on va partager. Moi, je suis géographe de la santé. J'ai travaillé pendant longtemps dans le champ de la prévention et je voulais faire voir au moment de vous présenter mes liens d'intérêt. Ça fait très longtemps que je suis très attaché à l'idée que regarder les phénomènes qui sont liés à la santé sur le territoire, ça peut être utile. Et pas simplement être un objet de connaissance et de production de connaissances académiques, ce qui est évidemment extrêmement important, tout à fait prépondérant sur bien des aspects, mais l'importance est encore plus grande aujourd'hui, à mon avis, si on prend l'aspect utilitaire et pratique. Alors je vous propose de parler pendant un petit quart d'heure des inégalités territoriales de santé. C'est des sujets qui sont déjà très connus de plein de gens et donc peut-être que je dirai dessus des choses qui vous sont tout à fait familières ou peut-être sous des angles qui le sont moins, je ne sais pas, on va voir. Ensuite, je vous parlerai rapidement de l'usage qu'on peut faire des données géoréférencées, c'est-à-dire des données qui sont localisées. Et puis, je ne peux pas rater l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de parler un peu d'éthique. Je sais que c'est un sujet qui est cher à Roger, qui m'est cher aussi, parce que la cartographie est une discipline qui se prête éminemment à la manipulation, et c'est jamais mauvais de le rappeler. On regardera un peu comment. Alors mes liens d'intérêt consistent surtout à avoir été employé par pas mal de structures qui travaillent dans le domaine de la santé et de la santé publique. J'ai travaillé au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, à la mission santé, à une époque où les conseils régionaux ne s'occupaient pas trop de santé. J'ai dirigé fugacement une association de patients à Rennes au tournant des années 2000, la Maison associative de la santé. J'ai travaillé longtemps dans l'assurance maladie. J'étais responsable prévention de la caisse primaire de la Sarthe, où j'ai eu l'occasion de mettre en place un dispositif qui s'appelait Santé Active et qui était un dispositif qui visait à faire changer les comportements quotidiens de santé des gens. Ensuite, j'ai travaillé pour un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle GlaxoSmithKline pendant 2 ans et des patates, où j'étais responsable de faire des partenariats institutionnels, c'est-à-dire d'essayer de faire de la santé publique dans l'industrie pharmaceutique, ce qui en soi est un concept. J'ai retravaillé ensuite dans l'assurance maladie pour déployer le projet Santé Active à l'échelle nationale pendant un peu plus de 3 ans. Ça s'est pas super bien fini pour le projet, je dois dire, parce que il a disparu des écrans radars aujourd'hui. Et donc, j'ai retrouvé du travail, en l'occurrence dans l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je suis employé par un laboratoire qui s'appelle MSD Vaccins. Et comme ça, vous savez tout. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'ai des liens d'intérêt. Je collabore avec l'Université du Maine depuis longtemps pour donner des tout petits cours dans une licence qui a trait à la géographie.
un peu avec l'université Paris 8 et avec l'école d'architecture de Montpellier aussi. Voilà mes liens d'intérêt et un peu mon pédigré en même temps. Alors, je voudrais rapidement remercier un certain nombre de gens. Une que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais croisée, Françoise Héritier, qui me paraît être une personne d'une stature intellectuelle carrément fabuleuse et dont je me suis régalé à lire un certain nombre de choses. Henri Picheral, qui a été un des pionniers de la géographie de la santé en France et qui a été mon maître numéro 1, on peut dire. Et puis à Yves Lacoste et à Béatrice Gibelin, qui ont été ensuite mes mentors à l'université Paris 8 jadis, mais ça c'était il y a super longtemps, à l'époque j'avais des cheveux. Et puis bravo à l'ISPED aussi, parce que c'est un endroit que j'affectionne de loin, mais beaucoup depuis très longtemps. Alors aujourd'hui on ne va pas faire un cours, je serai bien en peine, on ne va pas faire de la géographie de la santé, et on va encore moins faire de l'épidémiologie, où j'aurai beaucoup à apprendre de vous en l'occurrence. On va essayer de mettre en perspective un certain nombre de concepts, et de réfléchir rapidement sur ce que c'est que les inégalités territoriales de santé. On a beaucoup parlé d'inégalités sociales de santé aussi. Dans notre pays, très jacobin, il y a un côté citoyen, un côté républicain qui pose instantanément un cadre. Mais une inégalité, ça peut être aussi une inégalité mathématique. Et vous vous doutez bien que sur le territoire, comme en toute chose, eh bien, les égalités sont assez rares en définitive. On pourra aussi réfléchir sur ce que c'est que le territoire. Aujourd'hui, vous savez que c'est un mot qui est très galvaudé. On parle de zone, en général, ça, c'est les banlieues. On parle de territoire, c'est devenu à la mode pour éviter de dire la province, les espaces ruraux, que sais-je. Voilà, donc on se déplace dans les territoires aujourd'hui quand on est ministre, a priori. On ne sait pas s'il faut y aller avec une machette ou quoi, mais bon, on y va. On pourra réfléchir un peu à ça. Enfin, on va le faire en regardant des cartes. Et puis, on va pouvoir... j'ai pas voulu éviter la question qui est quand même très souvent posée aux géographes, mais c'est quoi la bonne échelle pour analyser tel phénomène? C'est une mauvaise question, mais qui est bien légitime quand on a en face de soi quelqu'un qui est censé être spécialiste de l'analyse spatiale. C'est pas parce que la question n'est pas pertinente au départ, en fait, qu'on ne peut pas y répondre de façon constructive malgré tout. Et donc... je vous propose d'attaquer direct avec la durée de vie. La durée de vie qui a un rapport quand même assez paradoxal avec la santé, puisque quand on est mort, a priori, c'est qu'on n'est plus en bonne santé, plus en santé du tout, et bon, évidemment, plus en vie. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'on peut dire des inégalités territoriales de santé à l'échelle de la planète? Eh ben, on peut constater, grande nouvelle, que la planète n'est pas super égalitaire au niveau de l'espérance de vie. Alors l'espérance de vie, j'en profite pour égratigner un peu le concept en passant, parce que je suis très vilain. C'est un concept qui porte un très mauvais nom, puisque c'est juste l'âge moyen au décès en pratique. Donc ça n'a rien d'une espérance, c'est plutôt une constatation de mort. Et c'est pas parce que dans un endroit donné on meurt une année X à un âge moyen Y que dans 50 ans ou 80 ans ça sera encore pareil. En l'occurrence, je ne vais pas vous refaire la description de la carte du monde, bien entendu. On voit qu'il y a des différences qui sont tout à fait importantes en espérance de vie, et ces différences traduisent, entre autres choses, bien entendu, d'énormes différences de niveau de santé. Sauf que, encore une fois, mesurer le niveau de santé, ce n'est pas du tout une chose facile. Et on peut l'approcher par exemple, cette carte, qui est une carte de l'indice de développement humain ajusté des inégalités. Bon, c'est un peu plus sophistiqué que l'IDH, mais passons. Vous remarquerez une corrélation tout à fait frappante, évidemment, entre les deux. Donc, je vous la remets comme ça, vite fait, histoire que l'œil se souvienne. Bien entendu, le niveau de vie qui est traduit de façon assez pertinente, l'IDH n'est pas simplement le niveau de richesse, hein, c'est aussi le niveau d'éducation, etc., est très très corrélé avec l'âge moyen au décès, qui est un indicateur plutôt pas mal à l'échelle de la planète, du niveau de santé. Donc quand on regarde les inégalités territoriales de santé à l'échelle de la planète, en les prenant par le décès, qui encore une fois peut quand même être questionné comme étant un indicateur pertinent du niveau de santé, mais bon, on n'a pas autre chose, grosso modo, ou pas énormément autre chose. On voit qu'il y a une corrélation super forte
entre niveau de richesse et niveau de développement humain et mortalité. Je crois que je viens de passer 3 minutes à enfoncer des portes ouvertes qui étaient vraiment très très grandes ouvertes, mais c'est ça que nous dit la géographie. Alors regardons un peu ce qu'on peut voir en France, et ça va devenir plus drôle. Voilà une carte de l'espérance de vie par région qui est relativement récente. En fait, on n'arrive pas à trouver des cartes super récentes de bien des indicateurs en France parce que les données mettent un peu de temps à être diffusées. Donc là, on est en 2015. Alors ça, c'est une carte qui, pour un géographe, je vais hérisser les quelques poils qui me restent sur la tête, parce que vous savez que depuis 2016, on n'a plus que 13 régions en France. Et quand on regarde l'espérance de vie à la naissance par région, bon ben là, grande nouvelle, entre les Hauts-de-France et la région parisienne, l'Île-de-France, on a 3,1 années d'écart. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte, je ne sais pas ce qu'elle peut nous apprendre. En fait, pas grand-chose, si ce n'est que la région n'est probablement pas une échelle extrêmement utile pour observer ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les différences de niveau de santé qu'il y a entre les Hauts-de-France et la région parisienne à cette échelle? Bon, pas grand-chose. Mais alors quand on voit la taille de la Nouvelle-Aquitaine, où on se trouve aujourd'hui, et qu'on voit qu'on a 0,1 an d'écart d'espérance de vie avec les pays de la Loire, eh ben on est bien avancé. Alors on va changer d'échelle. On va zoomer un peu plus. Ça, c'est une carte d'espérance de vie des hommes en France en 2009. Et donc, on s'aperçoit que quand on change d'échelle, on commence à voir des choses différentes. Par exemple, si les Hauts-de-France est une région composée de départements qui sont, hélas, assez homogènes pour une basse espérance de vie, on constate qu'en Île-de-France, l'homogénéité est moins claire. Et on voit que les Yvelines et les Hauts-de-Seine, qui sont deux des départements les plus riches de France, ont une espérance de vie qui, pour le coup, est nettement plus importante. Le fait que la carte ait été faite avec 5 classes a tendance à rejoindre dans les mêmes classes des départements qui sont peut-être un peu différents, mais bon, passons, elle a le mérite d'exister. On s'aperçoit qu'il y a toute une foule de départements ruraux du sud-ouest qui ont une très bonne espérance de vie pour les hommes. Très bien, ça c'est pareil, hein, porte ouverte. Vous vous souvenez du French Paradox, je pense, qui tient ou pas sur ses pattes d'ailleurs, je ne sais pas. On constate des choses qui peuvent être assez surprenantes en termes de départements qui sont un peu isolés avec une très bonne espérance de vie au milieu de l'eau qui le sont moins. Bon, si vous voulez regarder la Bretagne, par exemple, vous vous apercevrez que l'île-et-Vilaine, avec Rennes, est un département où, sur les 4 départements bretons, on vit quand même plus vieux chez les hommes, et on y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que si on veut regarder les inégalités territoriales de santé, je vous remets la carte des régions vite fait. Vous voyez, celle-là, bon, sans vouloir être vilain, on peut dire qu'elle ne sert à rien. Celle-là, elle commence à servir un peu plus quand même. Après, ce qui est embêtant, c'est que l'espérance de vie, on ne l'a pas à une échelle plus fine. C'est très compliqué de la voir, disons. Alors, cette carte, vous l'avez peut-être déjà vue, je ne sais pas. Moi, je l'aime bien. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un cartogramme. Moi, je trouve que c'est une carte. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'indice comparatif de mortalité en Île-de-France le long de la ligne du RER B. Le RER B qui relie grosso modo le plateau de Saclay au sud, donc Gif-sur-Yvette, etc., l'espèce de Silicon Valley à la française, avec le département de Seine-Saint-Denis, le fameux 93 au nord, tout en traversant Paris, en passant par des beaux quartiers et d'autres qui sont un peu moins beaux. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on va de zones qui comptent moins 30% de mortalité par rapport à la moyenne de l'Île-de-France quand on est dans les beaux quartiers vers Port-Royal. Et on s'aperçoit que quand on monte à la plaine Saint-Denis vers le Stade de France, on est à plus 28%. Le Blanc-Ménil, pareil, plus 28%. Donc quand on zoome encore un peu et qu'on passe cette échelle du département, qui est une échelle à laquelle on observe tout en France, mais qui est une échelle qu'on a souvent du mal à dépasser pour aller vers plus de finesse, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des différences absolument colossales. Là, pour le coup, moins 30, plus 30, quand on parle d'espérance de vie, c'est pas une plaisanterie. Enfin, de taux de décès, en l'occurrence, c'est pas une plaisanterie. C'est pas moins 3, plus 2, quoi, comme différence.
Et donc, Emmanuel Vigneron, qui a eu l'immense mérite de faire cette carte et d'en avoir l'idée, nous montre que quand on zoome plus, on commence à voir des choses qui sont vraiment les stigmates d'inégalité qui touchent les territoires et qui touchent, vu ce qu'on sait par ailleurs de ces territoires-là, qui touchent à l'identité du territoire. On voit donc bien que les inégalités territoriales, c'est aussi derrière des inégalités, bien entendu, sociales. Alors, j'ai mis cette carte pour qu'on compare quand même entre les hommes et les femmes, pour s'apercevoir que les hommes et les femmes n'ont pas la même répartition d'espérance de vie. Alors là, j'ai raffiné un peu, j'ai été chercher le taux comparatif de mortalité prématurée. Donc la mortalité prématurée, c'est celle qui survient avant 65 ans, c'est celle dont on a coutume de dire qu'elle est évitable, en général. Donc elle nous intéresse, parce qu'en prévention, elle est censée être accessible à des actions de prévention, du moins plus que la mortalité aux grands âges de la vie. Vous constaterez que la structure spatiale de ces deux cartes n'est pas du tout homogène. Alors pourquoi ? Est-ce que génétiquement les hommes et les femmes sont plus ou moins résistants à la maladie ou plus ou moins prédisposés à être en bonne santé ? Bon, on peut en douter. On peut imaginer peut-être plutôt qu'il y a une question de comportement derrière. Et en fait, c'est évident. Ça aussi, c'est encore une grande porte ouverte. Bien sûr que les comportements quotidiens vont influer énormément sur le niveau de santé. Alors je vous engage à regarder la Bretagne tout à l'heure. Regardons la Bretagne, mais du coup à une échelle un peu plus fine. Voilà l'indice comparatif de mortalité à l'échelle des cantons qu'on doit à Emmanuel Vigneron à nouveau en Bretagne. Et donc vous constatez que si on regarde la mortalité générale, on a des poches de sous-mortalité qui sont autour des grandes villes plutôt de l'Est, en l'occurrence Rennes, Vannes, mais aussi Saint-Brieuc. Et on s'aperçoit qu'au centre de la Bretagne, vers Carhaix-Plouguer, mais aussi sur Brest et aussi sur Redon, on a des poches de surmortalité qui sont quand même assez fortes, puisque en l'occurrence on va jusqu'à 130 dans l'indice comparatif de mortalité, ça fait plus 30%, c'est quand même pas rien. Et comme on descend aux alentours de 60 pour la sous-mortalité, là encore on a une différence qui est vraiment importante. Bon, pour tous les gens qui connaissent un peu la Bretagne et la mortalité en France, c'est encore une porte ouverte, mais je crois que je vais en enfoncer beaucoup. Alors regardons un peu, on parlait de comportement. La mortalité par cancer des voies aérodigestives supérieures, donc je ne vous apprends pas que c'est énormément lié à la consommation d'alcool et de tabac, et ça c'est reconnu depuis extrêmement longtemps. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que nos amis d'Ille-et-Vilaine, aux alentours de Rennes, ils sont quand même beaucoup moins touchés que toute une zone, notamment autour de Brest, même si on voit l'agglomération de Brest qui est un petit peu moins touchée par cette mortalité-là. On voit autour de Vannes, Lorient, qu'il y a aussi quelques zones qui sont un peu inférieures, autour de Saint-Brieuc, mais on a une carte des campagnes et je pense qu'on peut dire qu'on a une carte de la consommation excessive d'alcool et de tabac en Bretagne. Et si on regarde, en comparant avec les mortalités par maladie de l'appareil circulatoire, on ne va pas voir du tout le même schéma. Or, l'appareil circulatoire, pour faire ça super vite, on peut dire que ça dépend quand même beaucoup plus de l'alimentation et de l'activité physique et de la sédentarité. Un autre type de comportement, évidemment, on a le droit de boire, fumer et être sédentaire. D'ailleurs, hélas, c'est pas très rare. Mais on peut aussi être sédentaire sans boire excessivement et sans fumer. Et on voit que ça doit quand même être un peu le cas en Bretagne. Parce qu'on a un schéma de distribution spatiale qui est très différent de la carte précédente. Je vous la repasse vite fait pour se la remettre dans l'œil. Vous voyez, là on a une polarisation super forte autour de l'agglomération rennaise et là c'est beaucoup moins clair. Là on a le nord de l'agglomération rennaise qui est plutôt défavorisé et on a Brest, Vannes, les grandes communes qui sont un peu plus dynamiques au niveau économique qui ressortent. On a un rapport qui est massif avec le social. C'est clair, ça aussi tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qu'un géographe peut dire là-dessus ? Voilà une carte du niveau de revenu médian par région en 2013. J'ai pris les régions 2013 parce que j'aime pas les régions d'après 2016. Ça, vous avez compris le truc. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que la Bretagne. On voit que la Bretagne, c'est 1,5 fois plus élevé que
on remarque que, ben oui, il y a 3 régions en France qui sont plus favorisées que les autres. Bien sûr, il y a l'Île-de-France qui sort carrément toute seule. Vous la voyez là, je vous ai mis l'histogramme des valeurs. Vous la voyez qui sort en tête de peloton toute seule. Et puis après, on a l'Alsace et Rhône-Alpes qui sont des territoires dont on sait très bien qu'ils sont très densément irrigués en tissu d'entreprise, etc. Ok, très bien. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois, l'échelle des régions ne nous apprend pas grand-chose. Si on prend les mêmes données et qu'on regarde ça par département, on s'aperçoit que c'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'il ne semblait dans la carte précédente. Je vous la refais voir. Ça, c'est la région Île-de-France. Regardez bien, par exemple. Et vous voyez dans la région Île-de-France, padam, les Yvelines qui sortent avec un revenu médian bien supérieur à la moyenne de la région, les Hauts-de-Seine aussi, Paris aussi, mais le 93, avec un revenu qui, là, pour le coup, est vraiment tout en bas. Et donc, nos inégalités d'espérance de vie qu'on a vues tout à l'heure sur le RER B, on les retrouve sur cette carte. Là encore, une porte ouverte de plus. Alors, est-ce que c'est la bonne échelle? Vous êtes gentil, vous ne m'avez pas posé la question, mais je fais comme si. Est-ce que c'est la bonne échelle? Voilà ce qu'on observe à l'échelle départementale quand on zoome. Et voilà ce qu'on observe à l'échelle des communes. Donc vous reconnaissez la forme de Paris au milieu, là, avec sa forme d'escargot un peu. Quand on regarde à l'échelle des communes, on s'aperçoit que même dans Paris, les choses ne sont pas si nettes. Et que bien sûr, vous avez le 19e, le 20e arrondissement, donc qui sont situés en allant vers la Seine-Saint-Denis. Je pense que je peux peut-être pointer. Ouais, voilà. Vous voyez, par là, voilà, c'est déjà le début de la Seine-Saint-Denis, même si c'est encore dans Paris. Et puis, on a les arrondissements qui sont tout à fait connus pour être des arrondissements riches du centre de Paris et de l'Ouest. Les arrondissements sont des communes, pour mémoire, qui ont des niveaux de revenus stratosphériquement supérieurs, évidemment, à la moyenne. Qu'est-ce que ça nous apporte de regarder à cette échelle? Ça nous apporte des indices sur ce qui peut être lié à autre chose, en l'occurrence à la santé. Comme je suis taquin, je n'ai pas pu m'empêcher de vous cartographier à peu près les mêmes données, puisque c'est juste l'année d'après, avec le revenu médian par iris. L'IRIS, c'est une invention de l'INSEE et de l'IGN qu'on ne remerciera jamais assez pour ça, du tournant des années 2000. C'est gros comme, en gros, 2 ou 3 pâtés de maison. Et ça a été conçu pour être très homogène en termes de population. C'est donc un outil d'analyse extrêmement utile. Quand on regarde à l'IRIS, eh ben, on s'aperçoit que ce qu'on voyait tout à l'heure s'affine encore plus et que le revenu se distribue dans l'espace d'une manière qui est finement corrélée avec évidemment bien d'autres choses. Bon, en l'occurrence, le revenu médian en Île-de-France est très bizarrement vachement corrélé au prix du mètre carré. Bon, je pense qu'à Bordeaux, ça doit vous parler un peu aussi, ce genre de problématique. Mais tout ça est extrêmement corrélé avec des tas d'autres choses, avec le niveau d'emploi, avec évidemment le taux d'éducation, etc. Et encore des portes ouvertes qui sont enfoncées là. C'est très important de le regarder à une échelle fine. Je me dépêche. Tout le monde aujourd'hui dispose de données géoréférencées, quasiment. Les données géoréférencées, c'est quoi? C'est des données pour lesquelles, à un moment ou à un autre, quelque part, il y a quelque chose qui les positionne sur la carte. Une adresse, même indirectement, un hôpital, etc. En données de santé, on a énormément de données géoréférencées. Je vous passe rapidement les sources diverses et variées de données sur la santé, la mortalité, la morbidité, les consommations de soins, les données de vente de médicaments non remboursés, des données de recherche Internet, par exemple, les données d'enquête, les cohortes, les registres, les données de vente de produits de santé, etc. etc. Je vais profiter de ma position actuelle pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec des données de santé qui sont, en l'occurrence, pas ordinairement disponibles. Donc je vous fais voir rapidement une carte de la couverture vaccinale HPV telle que Santé publique France peut l'observer avec ces données. Inutile de s'attarder en large et en travers. Bon, vous observez ce que les observateurs généralement disent, à savoir qu'il y a un gradient nord-sud important. Pour la couverture vaccinale, c'est un poncif. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon. Cette carte-là, elle est peut-être plus intéressante parce qu'elle est issue des données de vente.
Et donc ça, c'est des données qui sont géoréférencées, c'est des données qui sont, entre guillemets, de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui. Elles sont très intéressantes parce que si on divise le nombre de vaccins par le nombre de filles, on obtient quelque chose qui ressemble absolument pas à la couverture vaccinale, mais qui donne un indicateur du niveau de recours et qui surtout nous renseigne, grâce à une échelle un peu plus fine que le département, ça nous renseigne sur la nature des phénomènes qui peuvent être corrélés éventuellement à ce phénomène de santé en particulier. Et notamment, qu'est-ce qu'on voit? Je vous invite à regarder autour de Toulouse, mais autour de Bordeaux aussi, par exemple. Toulouse, c'est un magnifique exemple. On voit qu'on a des effets d'agglomération qui sont super clairs sur cette carte. Et que donc, le fameux gradient nord-sud, oh là là, les gens du sud, ils conduisent sans clignotant, etc. Ils mangent de l'huile d'olive. Bon, ici, ce serait quand même plutôt de la graisse de canard, a priori. C'est des poncifs dont on a besoin de se débarrasser la tête. Parce qu'à quoi ça sert? Ça sert juste à ranger le problème dans un tiroir et à fermer le tiroir. Et donc, quand on change d'échelle, on arrive à une vision des choses qui peut nous permettre d'obtenir des informations plus intéressantes pour agir. Je vous passe rapidement sur cette question d'échelle. Pour revenir sur une petite base de méthode en analyse de cartes. On pourrait y passer des semaines, mais peu importe. Si vous essayez de corréler, par exemple, la pauvreté avec la mortalité, vous allez les cartographier. Vous allez avoir voilà, une belle corrélation, parce qu'on le sait que c'est corrélé. Si vous regardez, vous vous dites, ah ben oui, la pauvreté, ça colle avec la mortalité, les gens pauvres meurent plus. Ça, c'est sûr. Hein. OK. Mais si vous avez fait cette carte, vous allez aussi montrer un endroit où on meurt plus en étant pas trop pauvre, et puis vous allez montrer un endroit où on est plutôt pauvre et où on meurt moins. Ça, c'est une méthode de base, genre maternelle de géographie, qui peut permettre d'aller chercher des pistes de réflexion pour comprendre. Si vous avez compris là que la pauvreté et la mortalité sont généralement connectées, oui. Et puis vous allez peut-être trouver dans les contre-exemples des pistes pour vous permettre de monter des actions. Moi, le géographe que je suis, qui n'enseigne pas, j'en serais bien incapable, j'ai essayé souvent de monter des actions, et quand j'essaye de monter des actions de prévention, j'ai besoin de savoir sur quoi agir. Ce genre de méthode, ça peut permettre de comprendre, au moins intuitivement, ce qui n'est pas hyper scientifique, mais bon, comment on peut agir. Alors avant de finir, et je me dépêche, je voulais vous parler rapidement de cartographie de manipulation, parce que je vous ai fait voir plein de cartes, je les ai fait voir vite, parce que on peut pas s'appesantir sur chacune d'entre elles, ces méthodes de construction, etc. Mais c'est extrêmement important d'y revenir, parce que le visuel, chez Homo sapiens de base, que nous sommes tous, a une importance énorme d'un point de vue cognitif. Et en plus, la carte, ça fait toujours, ça fait classe, quoi. Quand on regarde une carte, on a tendance à avoir confiance spontanément. C'est joli, il y a des jolies couleurs. Et puis, la population générale n'est pas super cultivée en termes de méthode de carto. Résultat, c'est un outil extrêmement puissant pour manipuler les gens. Or, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il ne faut jamais l'oublier. Et la conscience, c'est quelque chose d'individuel. Donc, il faut parler de ce genre de questions. Alors, une petite illustration avec deux exemples. D'abord, un rapide. La carte de la banane bleue, vous l'avez déjà vue 1000 fois peut-être, ou jamais, je ne sais pas. Elle a été inventée en 89 par Roger Brunet, qui, par cette espèce de... Lui, il appellerait ça un corème, ça fait classe pour dire que c'est des schémas simples. Il essaye de nous montrer où se situe le bassin industriel vraiment massif en Europe. Et là, un petit détail, manifestement, la région parisienne n'est pas une zone où il y a beaucoup d'industrie en Europe, et ce n'est pas une zone économique puissante. C'est quand même un peu curieux. Roger Brunet s'est défendu en disant que oui, mais il y avait la Champagne entre l'Alsace et le bassin parisien, et que donc ça aurait été abusif de faire un petit contour dans son beau schéma pour englober l'Île-de-France, par exemple. Bon, moi j'ai envie de lui répondre qu'au milieu de la Manche, il y a beau y avoir pas mal de cargos, c'est quand même pas très industrialisé ni très peuplé non plus. Et sa banane bleue, elle traverse allègrement les Alpes. Si même en Suisse, il y a de l'industrie dans les Alpes, ok, mais enfin bon, quand même. Cette carte, j'ai pas envie d'insulter Roger Brunet en disant qu'elle est manipulatoire, mais en tout cas, je peux dire et affirmer qu'elle a été utilisée pour manipuler. Ça, c'est sûr, pas forcément par lui. Elle a été utilisée notamment dans la campagne de Maastricht pour dire, attention,
la France est à l'écart de l'Europe. Et on a pu l'utiliser d'ailleurs de façon amusante dans les deux sens, soit pour dire on n'a pas intérêt à se rallier à l'Union européenne plus qu'il ne faut, parce que nous, vous voyez, on n'est pas dans le coup, ou bien alors, il y en a d'autres qui ont dit, ben oui, mais en fait, il faut qu'on se rallie à l'Union européenne, parce que là, pour l'instant, on est à l'écart. C'était plutôt l'idée qu'avait Roger Brunet, d'ailleurs. En tout cas, cette carte, elle est scientifiquement complètement abusive. Un exemple pour terminer, qui est hélas beaucoup plus tragique, et pour lequel la géographie a beaucoup à voir, parce que la géographie a fait de grands progrès dans le premier tiers du XXe siècle, et notamment en Allemagne. Et je ne reviendrai pas sur la logique du Lebensraum, vous savez tout ce que c'est la théorie de l'espace vital. Ça s'est beaucoup basé sur des cartes. Alors l'espace vital, c'était une théorie qui consistait à dire que, un peu de la même manière qu'une cellule ou un individu organique, pardon, a besoin d'un certain nombre de ressources, un peuple a besoin d'un minimum d'espace, et que, en l'occurrence, le peuple allemand était un peu à l'étroit dans ses frontières. C'était un concept allemand. Je vous la fais courte, hein. Cette carte, elle est donc publiée dans les années 30, et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'ère linguistique allemande, et donc vous voyez les frontières de l'époque, et vous remarquez que l'ère linguistique allemande dépasse un peu des frontières. Voilà, et quand vous voyez cette carte, pas 2 secondes, vous vous demandez qu'est-ce que représentent les petits points? Un locuteur, 1000 locuteurs, 100 000 locuteurs, des gens qui savent parler allemand, ou des gens dont l'allemand est la langue maternelle, des communautés qui se revendiquent comme étant allemandes, ou bien des communautés qui sont, je ne sais pas quoi, moi, tchèques, polonaises, etc., et qui peuvent avoir ou pas des sympathies pour l'Allemagne, que sais-je. On n'en sait pas du tout, on n'en sait rien du tout sur cette carte. Sauf que cette carte, elle nous a mené à ça. Elle nous a mené à justifier que l'Allemagne était effectivement bien à l'étroit dans ses frontières, et qu'il y avait des populations allemandes qui vivaient à l'extérieur des frontières. On voit tout de suite les pointillés. Les pointillés, bien entendu, on sait que l'histoire les a malheureusement validés. Il fallait réunir tous les Allemands et dans un grand Reich. Voilà l'étendue du Reich en 1943. Et voilà où ça a mené l'Europe par la suite. Bon, il n'y a pas que les géographes allemands des années 30 qui sont responsables de ça, hein, bien sûr. Mais si on regarde cette carte, je ne sais pas si celui qui l'a faite s'imaginait où ça mènerait le raisonnement, mais on ne peut pas le féliciter quand même. Parce que cette carte, elle n'est pas scientifique, c'est une carte qui est manipulatoire, parce que elle mélange des choses d'une manière univoque, et elle est faite pour que vous compreniez intuitivement et sans y penser un message. Ce message, hélas, il a été trop bien compris, je pense. Donc j'arrêterai là, et je vous remercie.